voudrais expliquer le titre et le sous-titre de la conférence que j'ai un peu conçue pour l'occasion, qui était pour moi aussi l'occasion de revenir ou de m'arrêter sur des travaux de recherche que nous menons avec un certain nombre de jeunes chercheurs en histoire de l'astronomie depuis une dizaine d'années, autour du centre François Viette, mais aussi à Paris et ici, sans doute, enfin peut-être certains connaissent Jérôme Lamy qui a fait une thèse sur l'Observatoire de Toulouse et avec lequel nous travaillons de manière très étroite. Donc, je voudrais donner un peu de sens au sous-titre de cette conférence qui est de l'astronomie aux sciences de l'observatoire, de la Terre et de l'univers. Évidemment, c'est une résonance avec les dénominations actuelles des observatoires, les OSU, les observatoires des sciences de l'univers, ou des labos du CNRS, les sciences de la Terre et de l'univers. Vous avez sur l'image à gauche ici une image qui m'a été donnée par Daniel Briot, qui est astronome à l'Observatoire de Paris, qui est issue d'une vignette d'une tablette de chocolat de la fin du XIXe siècle, qui montre un astronome, ici, qui va de l'Observatoire de Paris vers le nouvel observatoire, qui est l'Observatoire de météorologie de la ville de Paris au Parc Montsouris, le Palais du Bardo. On voit l'astronome qui traîne son petit télescope sur sa petite carriole avec une image de mage, de magicien, sa lunette en bandoulière ici. Donc le nouvel observatoire ne désigne pas l'observatoire de Paris ici, mais bien l'observatoire météorologique et d'hygiène de la ville de Paris. Et puis la vignette, enfin l'image qui est à droite ici, qui représente l'observatoire naval et astronomique de Liverpool, à Bidston, avec sa time ball ici. Donc on voit déjà l'étendue des questions liées à l'astronomie et aux observatoires, la symbolique des coupoles, que l'on voit ici sur l'Observatoire de Paris et sur l'Observatoire de Liverpool, l'architecture des bâtiments, la météorologie, la diffusion de l'heure avec la time ball, une science au service des marins puisque c'est un observatoire naval, celui de Liverpool, l'image de l'astronome dans la société qui voit l'avenir alors qu'il regarde le passé finalement. Donc le travail de l'historien, c'est un petit peu d'appréhender tout cela. Et j'aime bien dans les conférences aussi montrer en quoi consiste le travail de l'historien des sciences, et notamment le travail de l'historien de l'astronomie. Donc il y a plusieurs manières de parler de l'histoire de l'astronomie et de l'histoire des observatoires. On peut parler des vainqueurs, machin a fait ça et son suivant autrement ou de la même manière. C'est-à-dire, enfin, par exemple, est-ce qu'on peut écrire une histoire de la mécanique céleste en passant obligatoirement par le Verrier ? Alors, j'avais essayé il y a quelques années d'écrire une histoire de la mécanique céleste lunaire dans laquelle la découverte de Neptune par le Verrier n'est pas un passage obligatoire. Et on peut parler de la mécanique céleste uniquement par ses applications, donc le développement des tables de la Lune pour les besoins de la marine. On peut parler des instruments, du développement de la lunette jusqu'au télescope. Bon, c'est bien, mais on ne reste que sur quelque chose de très technique et on évacue en général le côté social, humain, ou du statut de l'astronome. Alors on peut parler de l'adaptation des instruments à l'évolution d'une science, ou le contraire. Ça reste c'est quelque chose qui reste ouvert à discussion. Donc du coup, lorsqu'on prend un peu cette voie-là, on est sur une évolution des programmes de recherche. On peut parler architecture, mais mieux que de parler architecture, c'est de l'aménagement de l'espace observatoire, qui est une nouvelle approche, mais qui a le mérite de tenir compte des relations entre l'occupation d'un espace dédié à la science, mais qui doit s'adapter aussi à l'évolution des instruments et à la vie quotidienne des gens qui y habitent. On peut parler de l'implantation urbaine ou rurale, des observatoires de montagne. Eh bien, depuis une vingtaine d'années, mais depuis plus récemment, depuis que la sociologie des sciences est rentrée de plein pied dans les pratiques des historiens et des philosophes des sciences, eh bien notre travail, c'est un peu d'appréhender en fait toutes ces questions-là et les approches donc de la pluralité du lieu de science qu'est l'observatoire, c'est-à-dire un espace façonné par les sciences qui s'y pratiquent et par la vie quotidienne des gens qui y vivent. On peut parler des métiers, le métier d'astronome, à partir de quand l'astronomie devient un vrai métier, ça veut dire des salaires ou des rémunérations, ça veut dire des statuts, des réglementations, l'intervention de l'État, etc. Et donc,
on débouche sur l'histoire des institutions scientifiques et l'internationalisation de l'astronomie, avec l'Observatoire de Paris, le Bureau des longitudes ou le Board of Longitude anglais, l'IRC, qui est l'International Research Council, qui tient son assemblée en 1919 et qui crée l'UAI, l'Institut d'astrophysique de Paris, etc., etc. Ce qui conduit à mettre en lumière des pages oubliées ou sous-estimées de l'histoire de l'astronomie et d'entrer un petit peu plus sur l'astronomie comme science de service, la navigation qui est traditionnellement quelque chose que l'on développe, mais ce qui est beaucoup moins développé et qui a été un peu oublié par les historiens ces dernières années, c'est l'histoire des observatoires navals. Et ici, j'en parlerai à la fin de la conférence, on est devant une multitude d'établissements qu'il faut encore cerner. La diffusion de l'heure, les développements de la géodésie et la cartographie par les militaires, pour des besoins militaires. Est-ce que ça a un sens de parler de sciences pures? Est-ce qu'on passe de l'astronomie à l'astrophysique en évacuant leurs applications? La cosmologie, donc on peut parler d'interdisciplinarité, et à ce moment-là, on va vers une évolution vers les sciences de la Terre, géomagnétisme, physique de l'atmosphère, météorologie, la géophysique. Et puis enfin aussi donc parler du patrimoine astronomique qui conduit à mettre en valeur les instruments, les locaux, et ceci est d'autant plus d'actualité que depuis une quinzaine d'années, vous le savez, donc il y a eu l'entreprise de l'inventaire général avec Jean Davoignot et Françoise Le Guétuli, qui a conduit qui a accompagné le renouvellement un peu des histoires de l'astronomie et des observatoires. Alors je vais tenter un panorama de la fin du XVIIe au début du XXe siècle, ce qui est très ambitieux. Je ne vais pas tout dire, et puis je n'ai pas la prétention de parler de l'histoire de tous les observatoires, parce que d'abord je ne la connais pas, de tous les observatoires, mais je vais essayer de trouver dans un développement à la fois chronologique et thématique des choses qui me semblent assez intéressantes. Alors le début du XXe siècle, la conférence était marquée jusqu'au début de l'astrophysique. Peut-être qu'une limite plus pertinente serait d'aller voir jusqu'au moment où les observatoires européens ou les astronomes européens perdent une grande partie de leurs références et commencent à regarder avec envie du côté des grands établissements de l'Amérique du Nord, donc vers les observatoires de Lick, de Yerkes, du mont Wilson, etc. Donc vers les observatoires géants et un financement qui relève à la fois du mécénat et d'orientations scientifiques tranchées, voire tranchantes. Alors, on peut commencer l'histoire avec l'établissement de deux types d'observatoires. Est-ce qu'on peut parler de modèles d'observatoires au XVIIe siècle? Il y a celui de Tycho Brahe, au tout début du XVIIe siècle, au large de Copenhague, qui se situe sur une île, complètement à l'écart de la ville, en plein calme, où il n'y a que l'observatoire, ici, avec une disposition qui semble déjà pensée, un peu rationalisée. Et puis l'observatoire d'Evelius sur les toits de Gdansk, en pleine ville, où on a ici donc une des premières représentations, le premier observatoire d'Evelius, avec la grande lunette, avec une passerelle qui est à cheval sur plusieurs toits. Alors certains historiens, certains de mes collègues aiment avoir ces exemples des modèles d'observatoires que l'on verrait décliner sous toutes ces formes durant les siècles suivants. Personnellement, je pense que les contingences matérielles qui président au choix d'un emplacement pour un observatoire sont multiples et ne résident pas nécessairement à l'adhésion à l'un de ces deux modèles, au moins avant le début du XIXe siècle. Alors un contre-exemple qui pourrait être, on quitte l'Europe très rapidement, mais je vais revenir tout de suite, avec l'observatoire des Jésuites, de la mission des Jésuites de Chine à Pékin en 1687, où l'on voit ici une disposition qui pourrait faire penser à un modèle tychonique, si on veut, à un observatoire suivant le modèle de Tycho Brahe. En fait, les jésuites font de l'astronomie dans un but de christianisation très efficace, puisque l'astronomie est regardée par eux comme une science utile dans l'entreprise d'évangélisation. Donc l'astronomie pour faciliter
l'adhésion à la bonne parole. Voilà. Donc, au XVIIe siècle, devons-nous parler de véritables observatoires ou plutôt de stations astronomiques, des endroits où se font des observations? Alors, évidemment, les plus actifs et les établissements qui sont les plus remarquables, ce sont les observatoires des collèges jésuites, puisque les jésuites sont à la fois professeurs de mathématiques, professeurs d'hydrographie. Vous avez ici une carte en France représentant les collèges où l'on enseigne les mathématiques et l'hydrographie, donc par les lieux marquants qui sont dirigés par les jésuites. Et ce sont eux qui ont quand même l'activité la plus forte. Donc on a des relations très fortes à ce moment-là entre astronomie et marine, comme une astronomie de service, à la fois utile pour les besoins d'évangélisation par les jésuites, mais un service de formation des officiers de la marine royale à Marseille, avec la formation des officiers des galères jusqu'en 1749. Évidemment, le tournant se produit avec la création des deux grands observatoires royaux, enfin des deux premiers grands observatoires royaux, celui de l'observatoire de Paris, l'observatoire de Greenwich, qui ressemble à des temples avec des grandes voûtes. Vous avez Jean-Dominique Cassini ici et Flamsteed, qui sont les premiers directeurs de ces deux observatoires, qui sont alors situés en plein champ, à l'écart de la ville, mais qui vont évidemment être vite rattrapés par la ville. Donc on commence à observer à la fin du XVIIe siècle une cohabitation de stations, de cabinets privés, de tours et d'établissements, des jésuites, et puis ces deux observatoires. Et ce qui est marquant, c'est qu'avec la création de ces deux observatoires, les astronomes royaux ont une tâche, ont une mission qui leur est confiée par l'État, donc qui est d'appliquer tous leurs soins et toute leur activité à rectifier les tables des mouvements célestes, les positions des étoiles fixes, dans le but de donner les moyens de déterminer les longitudes pour le perfectionnement de l'art et de la navigation. Donc, parmi les conséquences et parmi les travaux importants que vont développer ces observatoires, par exemple, c'est la rectification de la carte de France, où vous connaissez l'anecdote où Louis XIV, en voyant cette carte rectifiée, donc en très léger, vous avez l'ancien tracé et en très plein, le nouveau tracé. Donc ce sont les travaux de Jean Picard et de... oui, c'est de Jean Picard, où donc Louis XIV trouvait que quand même on avait diminué sérieusement son royaume. Et puis, bien évidemment, ce sont tous les prix et les promesses de récompense pour la découverte du fameux secret des longitudes. Je n'en parlerai pas là, c'est l'objet un peu de la conférence de ce soir, qui a fourni et a été l'occasion pour les astronomes du XVIIIe siècle de déborder d'inventivité et de développer un certain nombre de méthodes astronomiques et d'une grande littérature sur ces problèmes de navigation. Au début du XVIIIe siècle, eh bien, on a un développement des académies savantes, à la suite de l'Académie royale des sciences de Paris ou la Société royale de Londres, qui sont, eux, des modèles de fonctionnement des académies savantes. L'Académie royale de Paris étant une assemblée de savants choisis par le roi ou par le pouvoir, avec un fonctionnement très hiérarchisé, donc une recherche subventionnée, alors que la Société royale de Londres est un espèce de fourre-tout, un mélange entre savants, inventeurs, des amateurs, au bon sens ou au mauvais sens du terme, des industriels, etc. Donc on a coexistence de recherche scientifique qu'on qualifierait de pure et de recherche d'application de ces travaux, alors que l'Académie royale des sciences de Paris est un milieu scientifique où on ne travaille que pour la connaissance. Encore faudrait-il nuancer suivant les disciplines. Donc naissent sur ces modèles des académies, c'est plutôt le modèle français d'ailleurs qui s'exporte, donc à Saint-Pétersbourg, où vous avez donc l'observatoire qui était logé dans la tour de la Kunstkammer,
ou bien donc, le premier observatoire de Berlin, ici on le voit par le côté, une vision donc, par la gauche, et puis l'observatoire de l'université de Göttingen avec Tobias Mayer, qui est un des grands héros de la quête des longitudes et des travaux sur l'étape de la Lune au XVIIIe siècle. Alors on voit déjà un certain nombre de petites choses. On a une tour astronomique, des toits ouvrants, ici des balcons, etc. Donc sur le plan de l'architecture, on voit donc quelques éléments communs ici. Finalement, c'est l'avènement des tours astronomiques. Le XVIIIe siècle, en fait, est marqué par une multitude de lieux, d'activités et de types d'astronomes. En fait, c'est le témoin d'un fonctionnement scientifique très riche. Lalande, par exemple, donc il a plusieurs, excusez-moi, il a plusieurs observatoires dans Paris. Celui à l'hôtel de Cluny, qui était l'habitation de Joseph-Nicolas Delisle. Ensuite, le palais du Luxembourg, ici, par exemple, dans la coupole. Ensuite, il a eu l'observatoire à l'école militaire. Puis, dans un toit du Collège de France, il récupère aussi celui du Collège Mazarin, celui de La Caille. Ces observatoires ne se traduisent pas par des coupoles ou par des salles dédiées à l'astronomie, ce sont plutôt des toits qui sont découpés des trous qui sont découpés dans le toit, au moins à l'école militaire et au Collège de France, à travers lequel on fait des observations astronomiques. Donc, plutôt que de parler d'observatoires, on va plutôt parler de stations d'astronomie. Les vrais observatoires en dehors de Paris, eh bien, c'est celui des Jésuites de Marseille, dont je vais parler dans quelques minutes, et puis ceux de Toulouse avec les maisons de Garipuy ou de Darquier, bien qu'on puisse peut-être les ramener aussi à des stations astronomiques, c'est-à-dire des lieux privés qui sont aménagés pour faire des observations astronomiques. Alors, Guillaume Bigourdan a fait un énorme travail au début du XXe siècle en reclassant les archives de l'Observatoire de Paris. Il a pratiquement en même temps écrit des articles sur tout ce qu'il trouvait, tout ce qu'il pouvait dépouiller dans ses archives, et a fait un énorme travail de recensement des différentes stations astronomiques en France. Donc ça, c'est une étude que l'on mène avec Jérôme Lamy sur le travail spécifique de Guillaume Bigourdan, qui n'est pas un historien d'astronomie, mais qui a fait un travail qui reste assez incontournable lorsqu'on veut traiter de ces questions. Donc plutôt que d'une volonté de créer un observatoire avec quelque chose qui est pensé, bien élaboré, etc., on s'aperçoit que le choix des observatoires se traduit surtout par un accès pratique et commode. Et ce que j'ai indiqué là-dessus, c'est que le choix du site est en fait assez indépendant de la qualité du ciel. Alors, un petit mot sur l'observatoire de Marseille, sur lequel j'ai travaillé particulièrement, l'observatoire des Jésuites, pour montrer un petit peu ce qu'une étude historique approfondie peut apporter comme changement dans l'histoire d'un observatoire, ou de la vision qu'on peut avoir de la vie d'un observatoire. Donc l'Observatoire des Jésuites de Marseille a fait l'objet d'un certain nombre de publications, souvent d'érudits provençaux. Guillaume Bigourdan a écrit des petites choses aussi là-dessus. Et dans un article du Journal for the History of Astronomy en 1986, qui était dédié à un recensement de tous les instruments particulièrement saisissants des observatoires en Europe, eh bien, l'Observatoire de Marseille était crédité de 4 instruments seulement, dont le grand télescope de Short, qui est réputé avoir été donné par le roi, ici, en 1749, lorsque l'observatoire a pris le titre d'Observatoire royal de la marine. Donc on voit la mise en scène ici sur une représentation de milieu du XVIIIe siècle de ce type de grand télescope à miroir de bronze sur une monture dite parallactique à cette époque-là, qui sont les débuts des montures équatoriales. Donc l'observatoire de Marseille. Ah, un petit problème de pile, excusez-moi. Hop. Je vais le faire manuellement, ça ira plus vite, ça sera plus efficace.
Voilà, donc l'observatoire des Jésuites, en fait, a été construit sur un bâtiment qui était la maison des Jésuites, qui était construit sur les contreforts d'une église qui a été détruite, et l'observatoire est encore toujours debout. Il a échappé à la destruction qu'ont fait les Allemands en février 1943, je crois, de toute la partie inférieure qui dominait l'hôtel de ville au-dessus du Vieux-Port, qui était considéré comme étant ressemblant à la Casbah d'Alger, avec des souterrains, etc. Et l'observatoire se trouve juste en limite de la frontière de la zone qui a été détruite totalement. Donc on peut encore faire des rapprochements entre l'architecture du bâtiment et puis ce qu'on peut lire dans les archives. Donc l'observatoire a été dirigé jusqu'en 1718 par le père Laval. Le père Pézenas donc, est arrivé en 1726, après la Grande Peste de Marseille, et a été directeur jusqu'en 1763, jusqu'au moment où les jésuites ont été dispersés, à la suite de différentes affaires qui étaient destinées à coincer les jésuites, tout simplement. Et son élève, Saint-Jacques Silvabel, a pris la direction de l'observatoire jusqu'en 1801. Donc ça a été une école d'hydrographie jusqu'en 1749, et en 1749, à la suite d'un voyage du père Pézenas à Paris, au cours duquel il a rencontré un certain nombre de nobles et un certain nombre de membres de l'Académie des sciences, l'observatoire devient Observatoire royal de la marine, et le restera jusqu'en 1840, dans les années 1840, jusqu'à avant le déménagement de l'observatoire sur le plateau Longchamp, actuellement, au début des années 60. Donc, avec James Kaplan, qui est astronome à l'Observatoire de Marseille et qui s'occupe du groupe Patrimoine et du musée de l'Observatoire de Marseille, nous avons fait un travail pour retrouver l'origine d'un certain nombre de la provenance des instruments. En fait, moi, j'étais tombé sur les fonds aux archives de la marine lorsque j'ai travaillé sur ma thèse sur l'histoire de l'astronomie nautique. Et très vite, j'ai mis les mains dans des fonds d'archives très riches qui n'avaient pas été exploités et qui, au bout d'une journée pratiquement, dans ce que j'avais lu sur les archives, j'en savais 10 fois plus sur le père Pézenas et sur l'Observatoire de Marseille. Et donc, en parallèle avec ma thèse, j'ai continué à travailler sur l'Observatoire. Donc, ce qui est assez surprenant et qu'il nous fallait creuser, c'était d'abord que ces instruments, ici, ces grands télescopes, sont dans les années 1740-1750 ce qui se fait de mieux en optique instrumentale. On a des télescopes avec des grossissements de 800 fois, d'une excellente qualité optique, qui sont construits à Londres par James Short. Il reste au musée de l'Observatoire le miroir de bronze. On a le barillet, qui porte l'indication instrument appartenant à la marine du roi. On a le tube du télescope, il ne manque que la monture équatoriale, mais on peut voir un de ces modèles de monture au musée de l'Observatoire de Paris, sur le télescope de Foucault, qui a été monté, mais c'est une monture parallactique typique de l'époque. Alors, je vais essayer de passer sur les détails. Il y a d'autres instruments qui restent à l'observatoire. On a d'autres télescopes, donc, qui sont des systèmes Cassegrain ou Grégory. Donc, ce sont des systèmes avec les miroirs qui sont percés au centre, et puis donc soit un miroir hyperbolique ou un miroir parabolique, un miroir secondaire, parabolique ou hyperbolique. Et James Short et Dollond construisaient ces deux types de télescopes. Mais c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'instrumentation, à ce qui se fait de mieux, etc. Avec des héliomètres ici, donc, qui permettaient de travailler sur les diamètres apparents du Soleil. Travaux faits par Pierre Bouguer notamment, mais qui ont été aussi développés par les astronomes de Marseille. Sur ces instruments, on trouve le nom du constructeur et des indications relatives à la focale et à des numéros d'ordre qui correspondent à des numéros de diffusion commerciale des appareils. Donc on a fait un petit travail dans les archives, et puis finalement on était amené à reconstruire l'historiographie traditionnelle. Alors
l'historiographie traditionnelle, c'est que le grand télescope a été offert par le roi, puisque c'est indiqué sur le barillet. Tout le matériel provient des bienfaits du roi, etc. Et que dans l'historiographie provençale, on valorise les grands Marseillais et les personnages célèbres de la ville, notamment Saint-Jacques-Sylvabel, qui a la réputation d'avoir trouvé une erreur dans l'œuvre de Newton et d'avoir même aussi corrigé des choses chez d'Alembert. Bon. Et finalement, on s'aperçoit que lorsqu'on reconstruit les archives, eh bien, que les télescopes proviennent de plusieurs achats différents, que le père Pézenas a eu une volonté personnelle d'équiper l'observatoire avec ce qui se faisait de mieux. Et puis, donc, on a un équipement qui est en rapport avec un programme de recherche, et que finalement, le grand télescope, eh bien, c'est une arnaque aux dépens de l'Académie de marine de Brest, qui était une académie qui a été créée en 1752 et qui n'était pas bien vue par les membres du gouvernement, enfin de l'État à ce moment-là. Et donc on avait une lutte entre certains nobles qui ont soutenu et qui ont créé l'Académie royale de marine et d'autres membres du ministère de la Marine qui voulaient couler cette académie-là. Alors comme la guerre de 7 ans est arrivée au bon moment entre 1756 et 1763, eh bien, comme tous les marins de l'Académie marine de Brest étaient dispersés en mer, eh bien, le contrôleur général de la marine, Machaut d'Arnouville, a tout simplement fait une avance au père Pézenas sur les fonds de l'Académie royale de marine pour que Pézenas puisse acheter un télescope qui coûtait une fortune, 8000 livres pratiquement, ce qui était très cher si on met en rapport aux rémunérations des académiciens. Un académicien, un pensionnaire de l'académie gagne 1200 livres par an, et on estime que pour bien vivre à peu près, il fallait 800 livres par an. Le père Pézenas est un jésuite, sa pension de professeur d'hydrographie est de 600 livres, donc on voit assez mal comment les jésuites auraient pu économiser autant pour acheter d'un seul coup un instrument aussi cher que ça. Donc voilà, donc on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de choses et que l'inscription qui est portée sur la marine du roi, eh bien, c'est une lettre qui est revenue aux archives de l'Observatoire de Marseille qui avait été empruntée par un astronome qui a été rendue en 2001 et qui lève un petit peu le doute et qu'on peut recouper avec d'autres sources, c'est que tout simplement, lorsque les jésuites ont été dispersés, eh bien, pour éviter que les instruments disparaissent et s'en aillent de l'observatoire, le lieutenant de la police du port et le successeur du père Pézenas ont fait graver à la toute hâte l'inscription appartenant à la marine du roi pour que le télescope puisse rester à Marseille, puisqu'ils avaient peur que les jésuites partent avec la bibliothèque et les instruments, etc. Donc vous voyez, en fait, on s'aperçoit que... eh bien, en fait, on a une instrumentation qui fait de l'Observatoire de Marseille dans les années 50 l'un des mieux équipés d'Europe, où on n'a pas 2 ou 3 instruments, mais on a des très gros instruments qui sont un très gros télescope de short type Cassegrain. On a 2 autres petits télescopes, des héliomètres, des pendules, des lunettes achromatiques diverses, des instruments de navigation, et qu'on a un véritable programme de recherche derrière qui porte sur l'optique instrumentale, la recherche de comètes, le diamètre de Soleil et la rotation du Soleil. Je dois faire l'édition d'un manuscrit du père Pézenas sur la détermination de la période de rotation du Soleil et traduction d'ouvrages mathématiques de sciences anglaises où, juste avant la dispersion des jésuites, eh bien, on s'aperçoit que, en fait, on a au moins 2 jésuites espagnols et 4 jésuites de Pologne qui viennent se former à la traduction des ouvrages de sciences anglaises auprès du père Pézenas, qui en a déjà traduit un certain nombre, Maclaurin, Desaguliers, etc. Le traité d'optique de Smith, qui est publié en 1767, mais la traduction est déjà faite en 1752. Et qu'en fait, on a un espèce de centre de formation scientifique jésuite qui est en train de naître à l'Observatoire de Marseille. Et évidemment, on lui coupe les pieds, on lui coupe l'herbe sous les pieds en 1763. Et l'Observatoire n'a pas connu l'espèce de développement scientifique qui est en germe et qu'on peut reconstruire à l'aide des archives. Autre point très intéressant, c'est à Marseille que se développent les premières coupoles. En tout cas, on voit le mot coupole, la première occurrence. Elle apparaît en début des années 1760 dans les lettres du père Pézenas. Avant, ce sont des tours astronomiques comme celle qu'invente donc Louis Gaudin, qui est un astronome qui a fait partie de l'expédition pour la figure de la Terre au Pérou en 1735, avec la Condamine et Bouguer, qui, avant de partir en 1732, eh bien, propose pour le prix de l'Académie, les machines de l'Académie des sciences, eh bien, cette tour astronomique avec toit ouvrant. Et
c'est un système qui sera mis en œuvre sur... Alors ici, ça c'est une représentation qui est une reconstruction, une superposition de plusieurs images qu'a réalisé Jim Kaplan à partir de l'observatoire actuel et du plan de 1801, où on voit des coupoles telles qu'on les connaît, mais en fait, il fallait imaginer ici eh bien, des coupoles toit ouvrant selon Godin, et le père Pézenas donc revendique. Et en fait, on trouve ces coupoles à toit ouvrant déjà installées au début des années 1750. On voit ça aussi sur l'observatoire de Garipuy, une salle octogonale comme ça, avec toit ouvrant, une adaptation du toit de Godin à l'observatoire de Toulouse. Je continue sur les coupoles parce que, par exemple, lorsqu'on parle de l'observatoire de Pulkovo, puisque maintenant c'est un observatoire sur l'histoire des observatoires en Europe, alors maintenant on va quitter un peu la France, c'est souvent cette image que l'on voit, et même ici c'est dans un ouvrage donc c'est un ouvrage sur l'histoire des observatoires où on crédite cette image des années 1834. Or, quand on va sur le site de l'observatoire de Pulkovo et dans quelques ouvrages qui ont été publiés en russe, etc., l'observatoire de Pulkovo, il ressemblait à ça donc, lorsqu'il a été créé dans les années 1835-36. Et ce ne sont pas des coupoles rondes, mais des salles octogonales ici. Donc là, vous avez le plan de l'observatoire, et on a le dôme central, et donc les coupoles latérales qui sont situées ici. Je reparlerai après de l'aménagement de l'espace, où ici, les salles ne sont pas organisées n'importe comment. Donc ici, en fait, cette image ici est fausse, puisque ça, c'est plutôt début du XXe siècle. L'observatoire a été complètement détruit lors du siège de Leningrad en 1943. Il a été reconstruit, mais sur un plan un peu différent. Donc en fait, on n'a pas des coupoles à l'observatoire de Pulkovo, mais quelque chose qui ressemble à des toits ouvrants, que l'on voit aussi sur le premier observatoire d'Argelander à Helsinki, donc avant 1837, où on a des salles ici. Donc ça, c'est une des fameuses lunettes d'Argelander qu'il va aussi utiliser, comme vous allez le voir. Donc ici, on a une salle méridienne, un hall méridien, pour faire des observations méridiennes, des observations de passage. Et donc vous voyez, on n'a pas du tout de coupole. Et lorsque Argelander, on lui confie l'observatoire de l'université de Bonn, eh bien, nous n'avons pas non plus de coupole. Et on a ces salles ici, ouvertes latéralement. Donc c'est ici que Argelander va à la fois donc développer son catalogue avec le Bonner Durchmusterung et puis ses travaux sur les variables, etc. Entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, un des aspects importants de l'astronomie, c'est son internationalisation, qui commence avec les expéditions géodésiques pour la figure de la Terre, celle du Pérou, 1735-1744, et puis celle de Maupertuis et de Clairaut en Laponie en 1735-37, où on a donc un certain nombre d'astronomes étrangers qui sont invités à participer à ces missions. On peut voir aussi le réseau très vaste et très dense de correspondance qu'entretient Joseph-Nicolas Delisle. Joseph-Nicolas Delisle, qui a été recruté par le tsar russe et qui a été débauché de l'Académie royale des sciences dans les années 1720, qui a réalisé une grande partie du survey géodésique et cartographique de l'Empire russe au début du XVIIIe siècle, qui revient à Paris en 1747 comme vétéran de l'Académie des sciences et qui accueille Lalande à son hôtel de Cluny. La correspondance de Zach, donc tout ça, on a une correspondance entre tous les astronomes avec des échanges et très serrés. Aussi bien sur l'astronomie nautique, d'ailleurs, il peut y avoir de l'espionnage industriel, on peut le voir comme ça sur l'architecture navale, sur la construction navale, mais il n'y a pas d'espionnage concernant les travaux astronomiques. Maskelyne enverra par exemple les tables de la Lune pour que Lalande puisse publier la connaissance des temps pendant un certain temps, alors que Maskelyne donc développe son almanach nautique sur un modèle français. Ça, j'en parlerai dans la conférence ce soir. Donc on n'a pas d'espionnage sur le plan de l'astronomie pure, on va dire. Les passages de Vénus, évidemment, ça vous connaissez mieux l'histoire. La rencontre qu'organise le baron Zach à l'observatoire du Seeberg à Gotha, qui est en 1798, qui est considérée comme la première grande réunion internationale.
d'une quinzaine d'astronomes européens qui décident d'adopter le système métrique, d'utiliser les valeurs décimales dans les calculs et de proposer un programme de recherche commun à tous ces astronomes. L'astronomische Gesellschaft, que crée Argelander à l'observatoire d'Heidelberg, enfin avec l'observatoire d'Heidelberg en 1863, d'abord pour les besoins de survey d'astéroïdes. Et donc on a une coopération internationale. Alors c'est d'abord quelque chose qui est plutôt de langue allemande, mais qui s'ouvre assez vite vers les astronomes américains. Pour le moment, on voit assez peu de Français présents dans cette Astronomische Gesellschaft, si ce n'est Tisserand qui fait partie, donc qui est le directeur de l'Observatoire de Paris, ou astronome à l'Observatoire de Paris à la fin du 19e et début du 20e siècle, aux côtés de Maurice Lévy, donc qui est présent dans cette réunion d'astronomes. Évidemment, 1904, la coopération pour la recherche solaire, et puis la création de l'IAU et de l'IRC, donc l'International Research Council, en 1919. On parle d'internationalisation de l'astronomie, mais il ne faut pas évacuer les problèmes nationalistes, puisque après-guerre, les astronomes allemands seront exclus des premières rencontres internationales, avant qu'ils reviennent en force plus tard. On peut aussi voir, dans la première moitié du XIXe siècle, l'architecture des observatoires on va avoir quelque chose qui va vers l'uniformisation, une instrumentation qui devient standard aussi, avec des copies de modèles. Le meilleur exemple, c'est le passage de l'observatoire de Berlin à celui d'Uppsala, et celui d'Uppsala est revendiqué comme étant la copie de l'observatoire de Berlin. On a aussi quelque chose qui est très précieux pour l'histoire de l'astronomie et pour l'historien de l'astronomie, c'est qu'on a des astronomes voyageurs qui vont visiter les observatoires, reviennent, écrivent des livres, etc. Il y en a tout au long du XIXe siècle. Les plus célèbres, ce sont les volumes évidemment publiés, peut-être que vous connaissez, par Georges Rayet, qui était le directeur de l'Observatoire de Bordeaux, mais c'est aussi celui d'Adolphe Quetelet, qui est à l'Observatoire de Bruxelles, jusqu'au début du XIXe siècle, où l'Observatoire de Bruxelles, encore avec Paul Stroband, va nous produire une liste de tous les observatoires dans tout le monde, en 1907, avec toute l'instrumentation et les dates historiques et le personnel et les personnages importants. Donc on a quelque chose qui est de recenser toute la communauté astronomique. Et ça commence depuis le début du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, où on a une recherche d'identité de la communauté astronomique sur le plan international. Instrumentation standard, dans tous les observatoires, on va trouver des cercles et des lunettes méridiennes, des instruments de passage, quelques équatoriaux, avant évidemment la grande mode de l'observatoire de Pulkovo. Ici, vous avez le plan de l'observatoire de Berlin, qui est aussi celui du Pulkovo, donc où on a les ateliers, le bureau du directeur, peut-être la bibliothèque ici, ou une salle de travail, et puis les salles qui prennent une fonction particulière avec un instrument dédié. Donc l'architecture devient pensée et on commence à rechercher l'adaptation de la salle à l'instrument qui y figure. Jérôme Lamy a particulièrement travaillé sur Toulouse. Je vous conseille de lire sa thèse et puis un article qui est paru, si vous voulez mieux connaître l'histoire de Jolimont, un article qui est paru dans la revue de l'Inventaire général du ministère de la Culture, In situ, qui est lié au patrimoine astronomique et technique, donc un article qui est paru en 2009, qui s'intitule L'archipel des coupoles, et qui s'intéresse à l'architecture et la topographie de l'observatoire de Jolimont. Mais si certains s'intéressent à l'histoire toulousaine, vous connaissez ça mieux que moi. Je reviens sur Pulkovo, qui est l'observatoire de référence au XIXe siècle, de par l'instrumentation, mais aussi par la figure de son astronome directeur, qui est Friedrich Georg Wilhelm Struve, le fondateur d'une longue dynastie d'astronomes qui perdure jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc, c'est l'observatoire en fait qui prend la succession de l'observatoire de l'Académie royale des sciences de Pétersbourg. Je vous ai montré l'image tout à l'heure. L'observatoire donc est construit à 19 km de la ville.
Et je trouve vient à ce moment-là de l'observatoire de Dorpat, qui est à ce moment-là en zone allemande, qui est en fait une ville d'Estonie qui s'appelle Tartu. Donc je trouve entre 1808 et 1939 à l'observatoire de Dorpat, où déjà il développe ce type de lunettes avec une monture particulière, où je trouve va travailler avec les opticiens allemands pour avoir les verres achromatiques les plus fins et les mécaniques les plus huilées, les plus précises. Donc, quelques mots sur la construction de l'observatoire du Poulkovo. Donc, il est construit sur une colline qui domine Saint-Pétersbourg et qui est choisi par le tsar personnellement, un peu comme un clin d'œil à l'endroit pour lequel la légende dit que Pierre le Grand aurait choisi l'emplacement de la ville de Pétersbourg, à partir de cette colline. Excusez-moi. Donc, les architectes font le choix de construire une grosse maison de campagne, mais je trouve intervient et en fait rationalise la construction en séparant bien les zones des activités scientifiques des zones de vie. Alors, l'observatoire de Poulkovo n'est pas le meilleur emplacement pour faire de l'astronomie. Beaucoup d'humidité et de froid l'hiver et des journées très chaudes et très sèches l'été. Donc, en fait, dans cet observatoire de Poulkovo, eh bien, je trouve à développer d'imagination et de trésors d'inventivité pour maintenir la température constante et isoler les instruments. On s'aperçoit aussi que l'observatoire est très fréquenté par les Allemands et en fait, beaucoup de visiteurs considèrent que c'est une colonie allemande, au moins dans la première moitié du XIXe siècle. Je trouve est aussi très impliqué dans les travaux scientifiques conduits par le tsar Nicolas Ier, qui veut réformer la géodésie de l'Empire, la cartographie, et construit plusieurs observatoires. L'observatoire d'Helsinki d'Argelander, par exemple, est décidé par le tsar Nicolas Ier. Et l'observatoire est, au moins jusque dans les années 1850, extrêmement fréquenté par les officiers de l'armée de terre, les artilleurs, qui viennent se former aux observations astronomiques et aux techniques de la géodésie. En fait, l'observatoire est mixte, civil et militaire, au moins pendant les 20 ou 30 premières années de son existence. Et je trouve est très impliqué dans la politique scientifique de l'État. Alors, je trouve est un noble, en fait, une origine noble, et il est appelé le père par les ouvriers. Humboldt l'appelle le tyran de Poulkovo et son fils Otto Struve, le grand prince. On s'aperçoit qu'il y a une très forte discipline qui règne au sein de l'observatoire, division stricte des tâches, aussi bien pour les astronomes civils qui le fréquentent que pour les officiers militaires qui le fréquentent aussi. Poulkovo est en fait l'observatoire chef ou l'observatoire central du réseau scientifique de l'Empire russe. Cartographie, géodésie, navigation, tout passe sous le contrôle de Struve à Poulkovo. Le tsar va construire des observatoires navals aussi bien sur la mer Baltique que sur la mer Noire, et c'est Struve qui contrôle le tout. Une des grandes entreprises de Wilhelm Struve, c'est le survey géodésique et le tracé d'un arc de méridien qui va du Cap Nord jusqu'à la mer Noire durant le XIXe siècle. Voilà, tout ça dirigé par une main de fer. Évidemment, les travaux scientifiques purs sont très importants. Sans doute, vous les connaissez. Un travail sur les étoiles doubles, un des premiers catalogues d'étoiles les plus fins, mesures de parallaxe et de distance stellaire, les premières études statistiques sur la distribution stellaire, la relation entre la luminosité des étoiles et leur distance. Et c'est, je trouve, qui montre que le Soleil n'est pas au centre de la Voie lactée. Tout ça, c'est résumé dans un ouvrage paru en 1847 qui s'intitule « L'étude d'astronomie stellaire ». L'introduction des méthodes statistiques de Gauss et de Bessel dans les calculs astronomiques, la prise en compte de l'équation personnelle, etc. Tout ça, ça se développe à ce moment-là. Et donc, on a un changement dans les pratiques des astronomes et dans la manière de traiter les données. Donc, l'observatoire, comme je vous l'ai dit, a été détruit. Donc, pendant le siège de Leningrad, les instruments et la bibliothèque avaient été déménagés, sauvegardés, et l'observatoire a été à nouveau victime en 1997 d'un incendie criminel où une grande partie de la bibliothèque a été détruite. Un autre versant de l'histoire de l'astronomie, c'est d'examiner l'originalité britannique. C'est-à-dire que les Britanniques ont des observatoires privés, sont des amateurs, entre guillemets. Il faudrait repréciser ce que l'on entend où se trouve
la distinction et la séparation entre astronome professionnel et astronome amateur à cette époque-là. Elle n'est pas aussi franche que ça, puisque William Herschel découvre la planète Uranus avec un télescope géant et initie chez les Anglais une recherche au gigantisme. Ici, vous avez deux images représentant le télescope de Rosse en Irlande. Et sur la diapositive suivante, un autre Anglais sur l'île de Malte, ici avec un réflecteur géant. Tout ça sont des miroirs de bronze. Vous imaginez le poids et la solidité des montures qui supportent ces instruments-là. Mais on a une régénération de cette astronomie des grands télescopes avec les travaux de Foucault et les premiers miroirs de verre qui va débuter en fait une deuxième course au gigantisme concernant les télescopes, alors qu'en parallèle, on a une course aussi sur le gigantisme des lunettes, mais très vite on s'aperçoit que les lunettes ne pourront pas dépasser un certain diamètre et donc on va passer sur des télescopes à miroirs de verre, mais dans la deuxième moitié du XIXe siècle, eh bien, on a la photographie qui se développe et on a donc un nouveau type de lunettes. Et tout ça s'est recensé dans les ouvrages dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les ouvrages de référence pour essayer de connaître l'instrumentation des astronomes. Une autre gravure, c'est plutôt un prospectus publicitaire pour les télescopes à miroir de verre argentés de Léon Foucault. L'astronomie au XIXe siècle aussi, dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, eh bien, est marquée par une redistribution des tâches des astronomes, une diversification des coupoles, l'éclatement topographique de l'observatoire, je vais vous montrer quelques images après, l'intervention des États beaucoup plus marquée, qui s'inscrit dans des lots de réforme des enseignements, des universités, création d'observatoires en France à partir de 1878, après la guerre franco-allemande de 1870, avec une volonté sous la Troisième République de redynamiser l'enseignement des sciences. L'amélioration des autres observatoires, Strasbourg qui n'arrête pas de changer de camp aussi, qui est à la fois observatoire allemand, observatoire français, suivant les conflits, les recherches de protectorat, etc. Donc développement de l'astrophotographie, et ce qui commence à être marquant aussi, c'est la diversité des différents pavillons qui équipent les observatoires et une espèce d'interdisciplinarité qui commence à se mettre en place avec des pavillons magnétiques, sismiques, des observations météorologiques et des nouvelles spécialités. Évidemment, c'est l'astrophysique qui est en train de naître, beaucoup plus marquée à l'étranger qu'en France. Donc ici, on voit sur quelques exemples justement cet éclatement topographique, géographique des différents observatoires, avec Jolimont, l'observatoire de Lyon, on ne voit pas très bien sur cette gravure, le troisième observatoire d'Hambourg, par exemple, l'observatoire de Strasbourg, ce plan est tout à fait caractéristique, l'observatoire d'Hambourg aussi, donc le troisième sur le Bergedorf, je crois, l'observatoire de Nice, tel que le représente cette gravure parue dans La Nature en 1882, avec des pavillons spécialisés où tous les bâtiments sont éclatés, qui marque aussi la volonté pour l'astronome d'avoir un lieu reculé, où il est calme, où il est à l'abri des bruits de la ville, de la pollution lumineuse qui évidemment commence à se développer avec l'industrialisation, les entreprises qui se développent dans toutes les villes, et l'électrification des tramways. C'est le cas pour l'Observatoire de Paris, et donc la nécessité de trouver un deuxième observatoire parisien avec le projet Meudon, donc apparaît dès les années 1870. Le problème se pose exactement de la même manière à l'observatoire de Greenwich. Donc on lui trouve un successeur près de la mer dans le Sussex. Mais pour les mêmes raisons, c'est à cause de l'électrification des tramways et de la pollution lumineuse. Donc j'ai parlé de l'observatoire de Hambourg, on a trois observatoires successifs. L'observatoire de Marseille qui déménage des Accoules vers le plateau Longchamp pour les mêmes raisons de quiétude et de trouver un petit peu d'altitude. Berlin qui compte un nombre d'observatoires incalculable. En fait, c'est plus d'une dizaine, qui sont à la fois des observatoires qui vont changer de statut, qui relever des académies, qui vont passer sous l'État, qui vont, enfin, sous
sous le règlement de l'État ou bien qui vont devenir ensuite privés, etc. C'est assez complexe à Berlin et on pourrait multiplier les exemples. Et donc des nouvelles spécialisations avec la liste dont j'ai déjà un petit peu parlé et les observatoires qui commencent à comporter des laboratoires de physique-chimie liés au développement de la spectroscopie et des laboratoires photo et tout un tas d'autres appareils portatifs, des théodolites, des altazimuths, etc., etc. On commence à arriver vers la fin de cet exposé. J'ai encore un peu de diapositives. Ça va, j'ai encore un petit peu de temps ou Donc, c'est l'émergence de la géophysique. Ici, vous avez l'observatoire magnétique au Parc Saint-Maur, sur des représentations de la nature de 1897. L'observatoire a été dirigé par Théodule Moureau dès 1883 et est en étroite interaction avec l'observatoire météorologique du Palais du Bardo et va être aussi le chef de file d'un réseau d'observatoires géophysiques. Ça ne s'appelle pas géophysique, c'est physique du globe, mais on va vers la constitution de ce réseau. Et donc Théodule Moureau travaille en relation étroite avec des astronomes. Ici, vous avez une représentation d'un phénomène lumineux qui est observé au pic du Midi en 1882. Et les trois représentants qui assistent à ce phénomène-là sont Faye, Mascart et Moureau. Hervé Faye, qui est président du Bureau des longitudes et académicien des sciences. Mascart, qui est aussi plutôt physicien de l'atmosphère et physicien du globe, de l'électricité de l'atmosphère, et Théodule Moureau, qui est le représentant de cette géophysique qui est en train de se construire. Et ça n'est pas un hasard que ces trois personnages-là sont en visite au pic du Midi pour des études de physique de l'atmosphère. Les observatoires de montagne, on peut en dire un petit mot. Donc Isaac Newton, à la fin de la première partie du livre 1, dans son traité d'optique, eh bien, précise, après avoir discuté de la réfraction et de la trajectoire des rayons lumineux dans des atmosphères homogènes ou hétérogènes, eh bien, précise que si on veut finalement avoir des images et si on veut s'affranchir des tremblements de l'atmosphère, eh peut-être serait-il pertinent d'aller dans les plus hautes montagnes. Alors, l'idée d'aller vers les montagnes n'est pas tout de suite dans l'esprit des astronomes parce que la montagne est un objet de travail ou de réflexion en soi au cours du XVIIIe siècle avec les travaux de Bénédicte de Saussure et Lalande aussi qui a réfléchi sur ces problèmes de la montagne. Donc on s'intéresse à la respiration, etc., etc. Mais Saussure va faire un vrai travail sur la montagne. Alors très rapidement, en fait, les premiers observatoires ou premières stations astronomiques de montagne où la recherche de l'altitude, eh bien, vous avez ici les 4 étapes successives marquantes avec l'astronome royal britannique, mais en fait qui est un Écossais, Charles Piazzi Smith, qui installe une première station astronomique donc, à Tenerife en 1856. L'aventure du pic du Midi, que je n'ai pas besoin d'expliquer ici, vous la connaissez bien, en tout cas c'est quelque chose qui vous est familier. L'observatoire Lick en Californie, donc qui est à 1280 mètres, ici c'est une représentation de 1891, et une station créée par l'observatoire d'Harvard au Pérou à 2455 mètres par Solon Bailey. Avec, ça fait ranch, ça fait choral, j'aime bien ça. J'ai l'impression de voir les cow-boys derrière, en fait c'était les cow-boys qui étaient derrière. Un travail qui a été publié donc en 1973 à partir de l'ouvrage de Paul Stroband qui nous donne des listes d'observatoires, d'astronomes, etc., qui a été fait donc par le directeur d'un des observatoires de Berlin, de l'Archenhold, Sternwarte. Donc il montre qu'en fait le nombre d'observatoires double au cours du 19e siècle tous les 34 ans à peu près, suivant une loi exponentielle. Sauf que lorsqu'on regarde un peu son travail, eh bien c'est que il n'y a pas de typologie des observatoires qui est faite dans cette liste-là et tout est mis en vrac. Or, il me semble qu'il est assez intéressant de séparer ces observatoires d'astronomie pure des observatoires navals et astronomiques, qui là aussi ont une histoire tout à fait particulière et qui a été oubliée jusqu'à très récemment. Et c'est ce sur quoi nous travaillons particulièrement, sur lequel je travaille particulièrement, et au centre François Viette, dans le groupe d'histoire de l'astronomie, nous sommes 2 à travailler un petit peu sur ces questions, soit en France, soit sur des parallèles entre ce qui se passe en France et à l'étranger. Et c'est à cette occasion-là que
mon mémoire d'habilitation, en fait, porte sur la reconstruction de l'histoire de l'Observatoire de la Marine et du Bureau des longitudes à Montsouris, qui est un observatoire civil et militaire, et qu'il faut mettre en parallèle avec l'observatoire de l'US Navy, donc l'USNO, et des observatoires russes qui sont créés là aussi sous la responsabilité, enfin à la demande du tsar Nicolas Ier, mis sous la responsabilité de Wilhelm Struve, et notamment le Nikolaïev Naval Observatory, qui est aussi un observatoire d'abord militaire, mais dans lequel on va faire de l'astronomie pure. Donc les observatoires sur la mer Noire, il y en a 3. Il y a celui d'Odessa, le Nikolaïev et le Myrolaïev aussi. C'est celui-ci, puis il y en a un 3e, pardon. On a la même chose avec l'Empire austro-hongrois sur la côte de la Croatie, sur l'Adriatique, donc l'observatoire de Pola, qui s'appelle Pula maintenant, la ville. Mais on peut aussi voir les exemples allemands avec l'observatoire de Hambourg, l'observatoire de Kiel. Et donc à Kiel, c'est le port de Guillaume, je ne me souviens plus. Bref, donc en France, les observatoires des ports, donc ici vous avez l'observatoire de Hambourg, celui de la marine marchande, mais il existe un observatoire maritime de la marine de guerre, voilà, de Wilhelmshaven, qui est chargé d'une section de physique, donc réglage et conception des instruments et instruction des officiers de marine. Et donc cet observatoire-là a une école embarquée comme l'école navale de Brest. En France, les observatoires de la marine et des ports militaires et des ports de commerce sont séparés avec une ordonnance donc, de 1825 où on a donc les observatoires de la marine militaire qui sont créés dans les principaux ports de guerre et des observatoires de la marine marchande qui sont liés aux écoles d'hydrographie qui sont classées en plusieurs classes, dont Nantes, Bordeaux, Marseille, Le Havre et Saint-Malo. Donc celui de Nantes a été reconstruit par Sauzereau, donc, qui est un des chercheurs du centre François Viette, qui est une histoire qui avait été complètement oubliée, mais qui a une architecture bien précise. Et au moment où il a travaillé là-dessus, en fait, il a sauvé de la destruction l'observatoire, qui est maintenant inscrit dans le patrimoine scientifique nantais. Et donc qui a donné lieu maintenant, là, dans le cadre de la Fête de la Science, à une véritable exposition, mise en valeur de l'observatoire et des travaux qui ont pu se faire, mais l'histoire avait été complètement oubliée à Nantes. Et en fait, Nantes a eu 3 observatoires au cours du XIXe siècle, par exemple. Mais c'est le cas d'autres ports sur lesquels il faut encore travailler. Bordeaux a été détruit, Marseille, c'est en cours, les écoles existent, on peut les reconstruire. Le Havre a été complètement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, donc tout est parti aussi. Mais c'est le cas des principaux ports de guerre aussi qui ont été rasés. Donc il y a des travaux en cours. Les plus avancés sont ceux du port de Brest, mais on a Cherbourg, Rochefort, Toulon aussi. L'observatoire a été détruit en 1996, au moment où commençait l'entreprise de l'inventaire général. Juste un petit mot sur Montsouris, parce que je travaille là-dessus très rapidement. Donc l'observatoire a été construit au retour des expéditions sur le passage de Vénus de 1874. Le bureau des longitudes se voit après la guerre et après les péripéties de la direction de Le Verrier, etc., muni d'un nouveau règlement où on lui demande de former les explorateurs et les géographes. Et l'amiral Mouchet, qui avait depuis longtemps la volonté de développer la formation astronomique des officiers de marine, eh bien, voit là l'occasion, puisqu'il est rentré au bureau des longitudes et qu'il revient auréolé de son succès de l'observation du passage de Vénus à l'île Saint-Paul dans des conditions fantastique même, eh bien, arrive à créer donc un observatoire pour d'abord la formation des officiers de marine. Mais le ministère de la Guerre obtient des pavillons géodésiques et cet observatoire va fonctionner jusqu'à la Première Guerre mondiale pour former des officiers de marine, des explorateurs, des géographes, et un certain nombre de personnages importants vont y passer et un certain nombre de missions coloniales vont être formées scientifiquement à l'observatoire de Montsouris, certaines qui ont connu une fin très tragique, notamment la mission Flatters qui devait à la recherche pour le tracé d'une ligne de chemin de fer partant de la Tunisie jusqu'à Tombouctou, donc qui a été massacré par les Touaregs. Les expéditions successives de Jules Crevaux, qui a été mangé par
par des Américains du Sud, des Indiens d'Amérique du Sud. La première mission Charcot, donc polaire, l'un des lieutenants a été formé à Montsouris, et vous avez donc un certain nombre de professeurs de cours. Vous voyez, la physique du globe, la météorologie, tout ça c'est présent, l'électricité, ça n'est pas apparent. Mais bon, je passe sur cette histoire-là. Donc, on a quelque chose. On a aussi deux futurs directeurs d'observatoires qui vont être formés à Montsouris. Donc, le directeur de l'observatoire naval astronomique de Tokyo, qui s'appelle Terao, qui a fait sa thèse à l'Observatoire de Paris avec Tisserand, qui a été formé à Montsouris et qui, au retour donc, était un officier de la marine japonaise et qui, au retour. Enfin, il a participé à l'un des passages de Vénus, donc celui de 1882, et à son retour à Tokyo est devenu directeur de l'observatoire de la marine japonaise, qui est devenu, 3-4 ans plus tard, un observatoire astronomique. Et beaucoup de Roumains aussi. Donc il y a un Nicolas Coculescu, qui est aussi devenu directeur de l'observatoire de Bucarest, et qui a fondé l'observatoire de Bucarest au retour de Montsouris. Donc un rôle central dans la formation. C'est aussi un lieu de science avec les essais sur un alliage à coefficient de dilatation presque nul, l'INVAR, qui va être utilisé pour la fabrication des horloges astronomiques par le directeur du Bureau international des poids et mesures, Charles-Édouard Guillaume, et Auguste Claude, astronome à l'Observatoire de Paris, mais qui sera à ce moment-là astronome adjoint à la formation à l'Observatoire de Montsouris. Des travaux sur la longitude par téléphone et la télégraphie sans fil, la diffusion de l'heure, avec le général Bourgeois et Guillaume Bigourdan, et les développements de l'astrolabe à prisme pour les besoins des géographes, puisque les géographes devaient disposer d'instruments portatifs. Et on voit une étroite collaboration entre géographes et astronomes. L'astrolabe à prisme n'est pas un instrument développé d'abord pour les besoins d'astronomie, mais d'abord pour les besoins de la détermination des latitudes et des longitudes rapidement par les géographes. Et donc c'est Auguste Claude qui va développer cet instrument. Suzanne Desbarbat a écrit quelques articles très intéressants sur le développement de l'astrolabe à prisme jusqu'à André Danjon. Très vite, toute cette histoire est liée aussi au développement de la diffusion de l'heure et à ces dispositifs que sont les time balls, donc, qui sont développés dès 1829, qui sont destinés à indiquer le moment pour les marins lorsque la boule tombe, pour mettre leur chronomètre à l'heure. Alors ça peut être midi, ça peut être 1 heure, etc. L'observatoire de Liverpool, l'observatoire de Greenwich, et le rôle de l'amiral Wauchop, de l'amirauté britannique. L'amirauté britannique est très active sur le plan de l'astronomie au XIXe siècle. C'est elle qui finance, c'est l'amirauté qui finance tout le travail sur les tables de la Lune et de la mécanique céleste. Les tables de Hansen ou autres sont financées par l'amirauté britannique. Je voudrais finir avec un cas tout à fait remarquable, enfin, qui me semble à moi remarquable, c'est l'Observatoire astronomique de Liverpool, à Bidston, qui est créé en 1866, avec les deux personnages centraux, John Hartnup ici et Joseph Proudman, au début du XXe siècle, qui glissent de manière assez naturelle de l'astronomie vers l'océanographie, où on voit de l'astronomie qui se fait dans cet observatoire-là, astronomie pour les besoins de la navigation, maintenance des chronomètres, passage au méridien, etc., de l'astronomie qui se fait quand même dans d'autres observatoires dits de sciences pures au XIXe siècle, des études sur les marées, ensuite on passe aux mathématiques appliquées à la biologie marine et à l'océanographie physique, jusqu'à la création d'un institut national d'océanographie, après qu'un institut d'études des marées ait été créé au début du XXe siècle, vers les années 1910, et jusqu'à la création donc du laboratoire d'océanographie en 1975, présenté comme une longue tradition de réponse scientifique aux besoins publics. Je voudrais terminer avec la devise de la Royal Astronomical Society, Advancing Astronomy and Geophysics. Donc l'idée de départ, c'était est-ce que finalement l'astronomie ne contient pas son interdisciplinarité en elle-même ? Ici, je sais qu'il y a plusieurs laboratoires qui se côtoient. Voilà, c'est une forme de fin en forme de question. Et je vous remercie beaucoup pour avoir assisté à cette conférence. Merci beaucoup.